Bonsoir. En 2005, dans le monde, une personne sur 7 ne mange pas à sa faim. Soit sur quelques 6 milliards d'habitants, ce sont 815 millions de personnes dans le monde qui souffrent de malnutrition chronique. Alors quelles en sont les causes et comment faire pour assurer à toute personne, à tout moment, ce qu'on appelle la sécurité alimentaire? Voici en 2002 une carte montrant la consommation de calories par jour et par pays. On estime que chaque personne doit disposer d'au moins 2300 kilocalories par jour pour satisfaire les besoins nutritifs. Depuis 30 ans, on observe plutôt un recul de la malnutrition. Elle touchait 33% de la population mondiale en 1970 contre 15% aujourd'hui. Donc il y a amélioration. Et si maintenant on affine cette analyse, on note plusieurs différences. En Asie, en 1970, une personne sur 3 souffrait de malnutrition. Et 30 ans plus tard, c'est 1 sur 5. Cette amélioration s'explique principalement par la croissance chinoise. Mais sur le continent africain, dans l'ensemble, la malnutrition ne régresse pas. Il y a aussi ce qu'on appelle les pays en transition. Après l'indépendance des républiques d'Asie centrale, ou bien lors des crises financières en Russie en 1998, en Argentine en 2001, l'effondrement des systèmes de protection sociale contribue à la sous-alimentation des populations à faible revenu. La famine a disparu des pays du Sahel, du nord-est brésilien, des pays andins ou d'Asie du Sud, c'est-à-dire des pays situés en zone aride, soumise à la sécheresse. Mais on a vu la famine apparaître en revanche en Corée du Nord, en République démocratique du Congo, au Zimbabwe, au Soudan, soit des régions à faible pression démographique et qui disposent de ressources abondantes, donc elles sont peu prédisposées au risque alimentaire. Ce sont là ce qu'on appelle des famines politiques. Alors essayons de comprendre comment apparaît une famine. Sur cette carte du continent africain, vous voyez les régions traditionnellement touchées par des pénuries alimentaires à cause de la sécheresse ou des inondations. Maintenant, si on ajoute à cette carte la localisation des principaux conflits de la décennie 90, on constate que de nombreuses pénuries alimentaires se sont transformées en famines, soit à cause des guerres, comme en Angola, au Mozambique, en Somalie ou en République démocratique du Congo, soit parce qu'elles ont été tolérées ou même provoquées par les pouvoirs en place, comme au Libéria, en Éthiopie, au Sud-Soudan dans les années 90, ou en 2004-2005 au Darfour. L'objectif, c'est d'utiliser l'arme alimentaire pour affaiblir ou éliminer des minorités ethniques, religieuses ou politiques avec lesquelles le pouvoir central est en guerre. La famine au Darfour est un bon exemple. Le Darfour, c'est une région de l'ouest du Soudan où vivent les Fours, c'est-à-dire une population noire, islamisée, qui formèrent un sultanat du Darfour indépendant jusqu'en 1916. En 2004, au moment où le pouvoir arabo-musulman de Khartoum négocie la fin des hostilités avec les populations noires, chrétiennes et animistes du sud du pays, les Fours s'estiment lésés par la nouvelle répartition du pouvoir et des richesses entre les régions soudanaises. Et le gouvernement de Khartoum répond à ces revendications avec violence par milices interposées qui détruisent les villages et font fuir les populations vers des camps. Résultat, plus de 2 millions de personnes sont déplacées et se mettent évidemment à dépendre d'une aide alimentaire extérieure pour survivre. Or, le régime de Khartoum, comme précédemment dans le sud du Soudan, refuse l'aide des organisations humanitaires. 180 000 personnes seraient déjà mortes de faim et 210 000 ont trouvé refuge au Tchad voisin. Et si la communauté internationale traîne les pieds pour intervenir, c'est parce que plusieurs États importants, la Chine, certains pays de l'Union européenne, comme la France ou le Royaume-Uni, ou encore le Canada, ne veulent en fait pas exercer de pression sur le gouvernement de Khartoum
à cause des accords d'exploitation du pétrole au Soudan. Alors on le voit par cet exemple, la faim est une arme politique. Alors qu'en revanche, bien sûr, il y a des signaux annonciateurs des pénuries alimentaires qui sont visibles plusieurs mois à l'avance et que la mise en place d'une aide alimentaire évite que les pénuries ne se transforment justement en famine. En revanche, ce qu'on appelle la malnutrition, elle, est la conséquence de la pauvreté, le résultat de la mauvaise répartition de la production agricole et des prix du marché. Donc, comment assurer la sécurité alimentaire? Déjà, il faut que chacun puisse accéder aux ressources naturelles, la terre, l'eau, avec les moyens pour cultiver ou pour irriguer. Cette carte nous montre la répartition des ressources en eau douce dans le monde. Les zones les plus foncées sont les mieux pourvues en eau, et les zones les plus claires sont les zones les moins riches en eau. L'irrigation permet d'augmenter les rendements, car elle réduit les fluctuations de la production agricole, elle aide à étendre les cultures sur des terres plus difficiles, et on peut obtenir ainsi 2 et parfois 3 récoltes par an. Aujourd'hui, 18% des terres cultivées et irriguées donnent à elles seules 40% de la production agricole mondiale. Mais on ne peut pas accroître indéfiniment l'irrigation, pour au moins 3 raisons. D'abord, près de 70% des ressources mondiales en eau douce servent déjà à l'agriculture. Ensuite, la progression de l'irrigation se heurte à la raréfaction des ressources en eau, notamment au Moyen-Orient ou au Maghreb. Et enfin, les régions qui pratiquent le plus l'irrigation ne sont pas celles qui disposent des ressources en eau les plus abondantes. C'est le cas, par exemple, des États en Asie centrale pour la culture du coton. Sur le continent africain, l'agriculture bénéficie plutôt de l'eau de pluie, ce qui explique la dépendance des ruraux aux conditions climatiques et des rendements d'ailleurs plus faibles. Alors de façon générale, le gaspillage reste très important. Par exemple, les pays en développement utilisent 2 fois plus d'eau par hectare pour l'irrigation que les pays développés. À moyen terme, il faut savoir que l'irrigation, conjuguée aux pénuries d'eau, à l'érosion et aux pollutions, risque de réduire la surface des terres disponibles et par conséquent de réduire la production agricole. Donc si on veut assurer la sécurité alimentaire, il faut une répartition équitable de cette production agricole. Or, parmi les principaux exportateurs de blé au monde, les États-Unis et l'Union européenne produisent à eux seuls 40% du blé exporté. Et 50% des céréales sont exportées vers les pays en développement, où ces 2 grands producteurs se livrent une bataille sans merci grâce aux subventions, aux exportations et au dumping, c'est-à-dire la vente à perte pour conquérir les marchés. Alors ce déversement à prix bas des excédents des pays riches a souvent détruit des emplois ruraux, car les petits producteurs manquent de débouchés, ce qui finit par accroître la dépendance vis-à-vis des produits agricoles importés. Selon la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ce type de situation menace la sécurité alimentaire dans une 50aine de pays dans le monde, les soumettant de plus en plus directement aux écarts du marché. Et ce, justement, à un moment où ce marché est fluctuant sous l'effet de la croissance chinoise. En effet, la Chine est le premier producteur de blé au monde. Elle pourrait devenir l'un des principaux importateurs, car avec la poursuite de la forte croissance économique du pays, les importations chinoises pourraient absorber, au milieu du XXIe siècle, une part de plus en plus grande des échanges mondiaux de céréales et de produits agricoles. Alors que retenir de ces données? La famine est aujourd'hui une arme politique, un instrument utilisé par certains États pour affaiblir ou éliminer une minorité ou pour capter l'aide humanitaire, comme le fait par exemple la Corée du Nord. Deuxièmement, pour éradiquer la malnutrition, il faut améliorer la rémunération des petits producteurs. Par exemple, il faut interrompre les subventions américaines ou européennes aux producteurs de coton. Tout est affaire de volonté, de décision politique. Troisièmement, on trouve un nouveau défi qui va fragiliser la sécurité alimentaire, c'est la pandémie de sida. En Afrique australe, par exemple, elle pourrait décimer 1 personne sur 5 de la population active agricole d'ici 2020. 1 personne sur 5. Alors ce ne sont pas les projections de croissance démographique qui menacent la sécurité alimentaire pour les populations.
En fait, la sécurité alimentaire est possible pour tous, car techniquement, on l'a compris, le monde peut nourrir le monde. Pour approfondir ce dossier, vous pouvez lire L'alimentation dans le monde de Jean-Paul Charvet, c'est édité chez Larousse. Et puis Images économiques 2005 a tout un dossier sur la faim dans le monde et c'est édité chez Armand Collin.